Je voudrais de nouveau fleurir sous le fleuve d'hibiscus et les sépulcres sacrés, le passé oublié le long des fucus, fleurissant le murmure perdu des gazons émus du souvenir. Je voudrais de nouveau fleurir sous les remparts de la mémoire, fleurir à flot de rire sous les hautes racines du banyan, tapissant les rues sonores, la fragrance des lamantins. Rivage de mon enfance, rivage lointain, éphémère souvenir. Au loin, je repense à la chaude fumée des cœurs qu'on allume dans les cases qui fument. Je me souviens de la fraîcheur des visages sous l'onde claire, du fleuve d'antan qui s'estompe, pareil à des rêves d'enfant. Quand le cœur gémit au chant du coq, l'esprit s'embrase avant l'heure. Donc j'ai écrit des remparts qui protègent de la mémoire et contre une mémoire possessive, excessive, une mémoire plurielle également. Et ce recueil est le parcours de l'exil. L'exil n'est pas d'abord un exil géographique. L'exil principal, c'est d'abord l'exil intérieur. Quand on est exilé du monde et quand on est dans le monde, rivé dans le monde et hors du monde, on a un problème pour négocier son rapport au monde. Et surtout quand on vient d'une culture qui a été meurtrie, saccagée, en proie de formidables défis, et qu'on voudrait reconstruire tout cela, évidemment ça peut rencontrer un autre écho, c'est-à-dire que ce recueil est un témoignage sur la condition humaine des Africains actuels, pris entre des contradictions et des défis de toutes sortes, et dans une sorte de fatalité qui tendrait à les faire croire que l'Afrique a un destin forclos et qu'il n'y a aucune sorte d'espérance, alors qu'il n'y a pas de destin forclos pour aucun peuple, et singulièrement pour l'Afrique. Il y a seulement des responsabilités désertées. Nous sommes dans un passage très important de notre histoire où il s'agit pour nous, comme je l'ai dit, de prendre en charge notre continent. Et cela passe par une volonté sans vacillement de produire d'abord un discours africain sur l'Afrique. Puisque malheureusement aujourd'hui, il y a un discours européen sur l'Afrique, un discours asiatique sur l'Afrique, un discours mondial sur l'Afrique. Et il se trouve des Africains pour reprendre ce discours qui est fait sur eux sans produire eux-mêmes leur propre discours, qui ne suppose pas le fait de rejeter l'apport des autres. Parce que les peuples, même quand ils se confrontent, ils finissent toujours par, comme dit Senghor, ils se confrontent d'abord et ils se métissent toujours. Donc il y a des apports fécondants pour tout le monde. C'est cela l'interrogation des remparts de la mémoire. C'est cela aussi l'interrogation des élites. C'est ça aussi l'interrogation des poètes, des écrivains, des romanciers. Parce qu'il me semble qu'il n'est pas possible d'être un romancier, ou bien un écrivain, un créateur. C'est donc quelqu'un qui veut entretenir avec le réel un rapport singulier, un rapport d'intelligence, un rapport de sensibilité. Il n'est pas possible qu'il puisse écrire sans que, en arrière-fond, n'existent ces problèmes dans lesquels il est confronté. Le philosophe Hegel disait que nul ne peut sauter par-dessus son ombre. Ce qui veut dire par là que nous autres écrivains africains, pendant longtemps encore, le sort de notre continent doit être notre préoccupation principale. Je veux régler la question de l'engagement. Un écrivain africain est forcément engagé. Pas sous les modalités de la négritude, pas sous les modalités de l'African personality, mais sous la modalité qu'appartenant à un peuple qui fait partie de la trilogie des peuples souffrants,
qu'il a le devoir, comme le dit Aimé Césaire, de revenir vers la hideur désertée de ces plaies-là, qui sont des plaies purulentes, des plaies... Ajoutez à cela que l'Afrique, je pense, a beaucoup de chance dans le siècle qui va venir. Que rien n'est perdu. Nous avons actuellement le tiers des ressources naturelles du monde. Le tiers, malgré tout, malgré tous les pillages. Comme si le bon Dieu avait décidé de protéger cela. Nous avons une population de plus de 1 milliard. Or, aujourd'hui, les principales puissances, c'est soit des forces fédérales ou des forces démographiques. Fédérales États-Unis, démographique Chine populaire. Nous avons aussi une population jeune, extrêmement jeune. 60% des Africains ont moins de 25 ans. Ça, c'est important. Nous avons également des intelligences. Il y a dans tous les domaines de l'intelligence, du savoir et du savoir-faire, des Africains qui sont performants. Mais la grande malédiction de l'Afrique, c'est que nous ne pouvons plus avancer en restant dans les 55 États européens créés ici. Alors, il faut aller vers l'unité africaine. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas possible. L'Europe a réussi l'Union africaine, l'Union européenne. Et je pense que les antagonismes politiques, historiques, entre la perfide Albion, les Anglais et les Français sont infiniment plus importants. Aujourd'hui, c'est les Allemands, l'ennemi, entre guillemets, des Français. Et les Anglais, l'ennemi héréditaire. Ils ont réussi à se regrouper parce qu'ils ont senti que c'était ça la nécessité devant la reconfiguration du monde. Sinon, ils perdraient leur rang qu'ils ont perdu parce qu'ils ne sont plus les premières puissances. Les États-Unis, leur puissance, c'est parce que c'est une fédération. Donc, partout dans le monde, nous sommes au regroupement. Sauf en Afrique, où on est encore là, dans nos petits États, dans nos petites républiques, qui ne riment à aucune réalité historique, géographique, politique. Alors, donc il faudrait que nous nous acheminions vers cela, et je pense que cela est possible. Ça a été le rêve de Kwame Nkrumah, de Cheikh Anta Diop, et bien avant ces gens, le rêve des panafricanistes, Garvey et autres. Donc il faudrait, c'est ça pour résumer, il faudrait que nous ayons des remparts. Un, contre une mémoire excessive, contre celle-là qui nous ferait voir l'Afrique de manière idyllique, l'Afrique de la négritude. Il y a seulement que les Africains puissent prendre en charge leur propre destin, leur propre histoire, leur propre avenir, en faisant le point avec leur propre mémoire, avec leur propre passé, en levant tous ces remparts patiemment tissés et en étant totalement décomplexés par rapport à l'ancien maître, parce qu'un continent qui a subi les traumatismes que l'Afrique a subis, qui sont des traumatismes violents, que d'autres peuples ont subis et auxquels ces peuples n'ont pas survécu. Je pense aux Amérindiens de l'Amérique, au temps des conquistadors, des conquérants, qui ont été massacrés, qui sont aujourd'hui dans des réserves. Je pense aux aborigènes. Les Africains noirs en particulier, malgré tout cela, ont continué de résister. Les sanglots de l'espoir, c'est le premier roman que j'ai écrit. Je raconte, sous forme nuancée, l'avènement de ce qu'on peut appeler en Afrique la gauche post-68, notamment ici au Sénégal, n'est-ce pas? Tous ces gens qui sont engagés à corps perdu dans la lutte anti-impérialiste sous la bannière du marxisme, du communisme et de léninisme. Je raconte d'abord la force et la qualité de cet engagement qu'on a perdu aujourd'hui. La fraternité que cela a créée, la conviction que cela a créée. Des amis à moi, il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont vécu dans les geôles, dont moi-même, qui ont fait la prison, qui ont subi toutes sortes de tortures, il y en a qui sont devenus fous, il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ont été mis dans l'armée. Tout cela à cause de leur engagement anti-impérialiste.
à cause de leur engagement communiste. Parce que le mouvement communiste a été très fort à un moment donné en Afrique et notamment au Sénégal. En 1973, j'ai été le plus jeune détenu politique sénégalais parce que j'avais 19 ans et nous avons été mis en prison parce que d'abord nous étions un mouvement révolutionnaire qui voulions effectivement déstabiliser le régime de Senghor, que nous pensions être, d'après le vocabulaire de l'époque, un valet de l'impérialisme. Georges Pompidou est venu ici visiter Senghor, son ancien condisciple. Nous avons, ma génération, nous avons brûlé le centre culturel français, nous avons chahuté, n'est-ce pas, cette venue de Georges Pompidou. C'était en 1972. Sur les entrefaites, Amilcar Cabral est décédé. C'était une grande manifestation révolutionnaire. Et il y a eu un coup de filet, n'est-ce pas, à l'époque. Nous avons été plus de 36 personnes qui ont été arrêtées, des professeurs, des enseignants, des élèves, des syndicalistes, etc. C'est l'année où l'un des nôtres est mort en prison. Il s'appelait Oumar Blondin Diop, qui était un normalien. Toute ma génération a connu cela, a connu la force de l'engagement, a connu la répression, mais est toujours resté debout. Alors, notre grand problème, ça a été le marxisme, ça a été le communisme. On n'a pas su prendre en compte l'avertissement de Césaire, qui, lorsqu'il quittait le Parti communiste français, dans sa lettre à Maurice Thorez, disait qu'il fallait que le marxisme-léninisme fût au service de l'Afrique et non pas que les Africains fussent au service du marxisme-léninisme. Et cela a abouti à quoi? Quand le communisme s'est effondré et comme ça, nous n'avons pas su nous reconvertir. Il faut d'abord dire l'influence considérable que deux Noirs ont eue. Il s'agit de Aimé Césaire et de son ancien élève, Frantz Fanon. Et donc Césaire est quelqu'un qui nous a toujours fascinés. J'ai eu la chance très particulière que Césaire m'ait pris en amitié. Césaire a toujours considéré, je ne suis pas loin de penser comme lui, que l'histoire des Antilles serait incompréhensible tant et aussi longtemps que les Antillais ne prendraient pas en charge leurs racines africaines. La littérature africaine est toujours une littérature solidaire de sa diaspora. C'est pourquoi dans mon anthologie, j'ai mis intellectuels d'Afrique et des Antilles. Il y a toujours eu cette solidarité et cette solidarité doit continuer. Parce que la négritude n'est pas un concept racial. La négritude renvoie à des peuples souffrants. Il n'y a pas au monde un pauvre type torturé, assassiné, humilié et lynché en qui je ne sois torturé, assassiné et humilié, dit le rebelle. Le rebelle. Une citation d'Aimé Césaire, les chiens se taisaient. Mon nom opprimé, mon prénom offensé, ma race, la race humaine. La négritude de Césaire est un humanisme, mais pas l'humanisme abstrait de l'Occident qui est arrivé au bout de ce qu'il peut. Pas l'humanisme qui aime tous les hommes et qui n'a pas le temps d'aimer Paul, Pierre et Jacques. Césaire veut un nouvel humanisme. C'est exactement ce que dit Frantz Fanon. Si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, il faut faire peau neuve, inventer une pensée neuve et arrêter de singer l'Europe et arrêter d'être dans des mimétismes nauséabonds. Nous ne voulons rattraper personne, nous voulons seulement marcher. On assiste à un renoncement philosophique et intellectuel sans précédent de la part des élites. Nous avons des élites de plus en plus mimétiques. Il se prouve encore Cheikh Hamidou Kane, dans l'aventure ambiguë, a raison de faire dire à la Grande Royale que l'école nouvelle est la guerre nouvelle que l'Occident nous fait. Et il y a eu une telle décérébralisation. Il y a encore cette victoire de l'Occident sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. Et donc, il y a un affaissement des élites. Et quand les élites se mettent à répéter le discours de l'afro-pessimisme, ou quand les élites se mettent à répéter le discours occidental, parle en termes de chiffres, en termes de rendement, voilà. Il y a aujourd'hui ce qu'Heidegger appelle la pensée calculante. On ne parle plus en termes de la pensée structurante, mais de la pensée qui calcule, en termes de graphisme, exactement comme le discours de la Banque mondiale, etc. Et il faudrait que ces élites se ressaisissent pour pouvoir répondre à l'attente de leur peuple. Le discours occidental est venu nous dire, écoutez, vous autres Africains,
Arrêtez de nous sériner avec vos histoires de négritude. Vous êtes d'abord des écrivains. Hein? Vous êtes d'abord des poètes. Arrêtez de vous référer à une histoire, à un passé, comme si on pouvait écrire en ne partant pas d'un promontoire, en ne partant pas d'un lieu. On écrit toujours à partir d'un lieu. Et c'est d'un lieu qu'on parle aux autres. Et je voulais expliquer que si les Africains refusent la solidarité que crée la négritude, quelles que soient les réserves qu'on a sur cette négritude-là, donc refusent l'engagement, on en vient à cette logique où l'on reproduit le discours de la Banque mondiale, le discours de machin, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Loin des préoccupations de l'Afrique, et l'Afrique va continuer à tourner en rond pendant encore longtemps. Il faudrait qu'il y ait un nécessaire engagement, je répète le mot, je ne suis pas un écrivain tout court, je suis un écrivain africain. Nous appartenons à la même ère culturelle. Nous appartenons à la même histoire, communauté de destin, communauté de souffrance, communauté d'espérance, communauté de lutte. C'est ensemble que nous pourrons sortir de l'Afrique de l'ornière. Je reviens à ce que disait Nkrumah, s'unir ou périr.